Alors bonjour et bienvenue à ce rendez-vous mensuel 1 heure avec Toast, enregistré en direct des bureaux de Toast Studio et des bureaux d'Avanti Toast, les deux à Montréal aujourd'hui. Alors, je me présente rapidement, Alexandre Gravel, associé fondateur chez Toast Studio et le groupe Toast. On va en parler un peu aujourd'hui. Et se joint aujourd'hui à moi Yann Kenville, cofondateur. On a parti la boîte il y a à peu près 25 ans maintenant. Yann, salut. Allô Alex. Ouais, En ben, direct, là, oui. 25 ans, mais je pense qu'on l'avait démarré même quelques années avant. Oui, je pense qu'on va devoir célébrer nos noces de quelque chose bientôt. Il va falloir regarder ça. Et donc, toi, en direct des bureaux d'Avanti Toast, moi, je suis présentement chez Toast Studio. Pour ceux qui se posent la question, c'est quoi Avanti Toast, c'est quoi Toast Studio? Eh bien, ça fait partie du groupe Toast essentiellement, où d'un côté, on a Toast Studio, que plusieurs d'entre vous connaissent déjà. Toast Studio, qui est une agence de contenu, qui offre des services vraiment en stratégie de contenu, opération de contenu, mais on a aussi notre atelier complet de production qui vient supporter tout ça. Et à l'intérieur du groupe, on est aussi actionnaire donc de Avantitoast, Yann qui pilote justement cette unité-là. Je te laisse nous parler peut-être un peu de ce qu'est Avantitoast en 10 secondes. Ouais, en 10 secondes, Avantitos, une compagnie en télévision. Donc, c'est la réunion de groupe Avanti et groupe Tos. Donc, les deux se sont joints ensemble pour créer cette nouvelle entité. Donc, on est fiers de nos productions. On produit entre 15 et 20 productions par année. Donc, voilà pour la petite histoire. Puis ça va être justement la clé, c'est le lien entre ces deux choses-là. Le fil rouge qui unit ces deux divisions-là dans le groupe, ben, c'est le contenu. Essentiellement, c'est justement de partager une mission qui est de faire en sorte que tout le monde puisse avoir l'opportunité d'être informé, inspiré, diverti de la meilleure façon possible. Donc, on travaille les deux entités sur cet objectif-là ultime et peut-être même, qui sait, sauver le monde du mauvais contenu et des mauvaises productions. Ça, c'est une autre utopie qu'on aime bien se lancer une fois de temps en temps. Donc, dynamique d'aujourd'hui, c'est moi qui vais interviewer Yann. Donc, Yann m'a envoyé quelques notes au sujet des clés qui font justement un contenu d'impact qui puisse justement aller chercher ce qu'on veut quand on dit inspirer, informer puis divertir les gens de la meilleure façon possible. Donc, Yann m'a envoyé quelques notes, puis on va déballer le sujet ensemble au cours de la prochaine heure. Donc, on a parlé de 7 clés qui peuvent justement rendre un contenu impactant, mais l'angle sur lequel on va le prendre, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter, bien, on parle de contenu de marque très souvent du côté de Toast Studio, mais quand on se tourne du côté d'Avantitos, on parle de contenu télévisuel. Et ce qu'on avait envie de faire, Yann et moi, aujourd'hui, c'était vraiment de regarder sous la lunette du contenu télévisuel, si on veut, quelles sont les clés qui peuvent rendre un contenu impactant et de permettre à chacun, dans la prochaine heure, d'un peu de s'inspirer, d'aller chercher un peu ses propres clés qui peuvent être appliquées à leur contexte, à leur marque, en tant qu'annonceur, en tant qu'organisation, pour le contenu de marque et le marketing de contenu. Donc, on se lance, on part là-dessus. Ma première question, Yann, pour toi, c'est quand tu m'as envoyé tes notes, tu m'as envoyé tes notes en disant j'ai 7 clés que je veux aborder. D'où ça vient, ça, ces 7 clés-là, cette notion des 7 clés? Ouais, ben, je te dirais que, tu sais, dans le milieu de la télévision, on a un petit côté, on part tout le temps de la bonne histoire, puis ça prend tout le temps la bonne histoire pour raconter des bonnes histoires, là. Mais on a quand même à vendre un projet à un client, un diffuseur. Puis à chaque fois, je me disais, y a-tu moyen de réfléchir à quelque chose pour optimiser ou aider la façon qu'on va faire pour closer ou finaliser des deals avec des clients. Puis, Mhm. je me suis dit, bon, il y a peut-être une façon de réfléchir aussi en amont de tout ça au départ avec la création. Puis là, on est arrivé, je suis arrivé, mais avec aussi d'autres mondes, parce qu'on en a discuté, à 7 clés. Puis je dis 7 clés parce que c'est un principe, là, les armées, là, les armées dans le monde, ils ont souvent des principes de guerre
Puis ils ont comme plusieurs, il y en a qui en ont 4, 5, 10. Puis il faut qu'ils cochent, mais il faut qu'ils savent aussi pourquoi, mettons, qu'ils n'utilisent pas ces principes-là s'ils partent en guerre. Donc, je suis comme mon petit côté un peu cartésien me fait mettre en place cette clé de réflexion par rapport à la création d'un contenu qui pourrait avoir un petit peu plus d'impact. Je ne détiens pas la vérité, c'est vraiment le fruit d'une réflexion. Puis je lance ça aujourd'hui. Après ça, moi, je suis ouvert si les gens veulent banter puis veulent en discuter, qu'ils sont d'accord ou Ouais. pas d'accord. L'idée, c'est d'avoir justement cette discussion-là avec vous. Fait que je m'expose, je me mets à nu avec les réflexions que j'ai. Mais tu sais, j'aime ça, puis on en parlait juste avant par rapport au fait que c'est pas nécessairement des vérités en soi, mais elles sont quand même backées par l'expérience. Elles sont backées par l'équipe aussi avec lesquelles tu as échangé pour un peu documenter ces différentes choses-là. Puis moi, pour les avoir lues un peu en termes de notes, puis avoir déjà été un peu en contact avec elles, évidemment, je pense qu'elles ne sont pas nécessairement de vérité, mais elles ont des fondations solides. Tu sais, je pense que c'est des éléments qui sont super importants à considérer. Puis moi, ce que j'aime, parce que moi, j'arrive toujours avec ma casquette un peu de gars de marketing, de gars de contenu de marque. Puis la méthode, tu parlais de vendre, justement, puis de vendre un projet, puis de vendre une idée. La méthodologie est très différente entre ce qui va se passer du côté télévisuel, puis la façon de vendre un projet, et ce qui va se passer du côté contenu de Oui, marque, parce que peut-être un peu du plus côté agence. côté contenu de marque ou marketing, souvent la réflexion est une commande et on répond à un besoin avec des critères assez précis dans un objectif aussi d'atteindre certains spectres ou certains objectifs. Puis en télévision, ça marche aussi comme ça, mais il y a un processus créatif ou de création qui, des fois, vient un peu brouiller les cartes. Fait que j'ai dit, y a-t-il possibilité de nettoyer ça puis d'être capable d'arriver à emmener un petit peu plus de côté cartésien à la chose, là? Puis dans tes notes, tu me parlais, puis je t'amène un peu là-dessus avec ce que tu viens de dire. Tu parlais de type de client. Tu Ouais, parlais il y a le diffuseur est un client, le diffuseur ouais. télévisuel est un client à qui il faut justement vendre cette idée-là, vendre le fait que ce que contenu-là a un impact. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur cette notion des types de clients? Ben, tu sais, ultimement, il y a comme je vais dire comme ça, c'est notre client numéro un, parce que je pense que c'est le client numéro un à la fois du diffuseur puis même du créateur, c'est le spectateur. Donc, le spectateur, il va s'installer devant, soit dans un cadre d'un rendez-vous, un type d'abonnement pour aller justement à la rencontre d'un contenu. Et lui a des attentes X. Après ça, le diffuseur, pour moi, est notre client direct parce que c'est lui qui va octroyer l'argent par rapport à la commande. Le diffuseur, lui, a des besoins qui sont carrément différents des besoins probablement plus émotifs du spectateur. Le diffuseur a des besoins d'acquisition, de fidélisation, d'abonnement, de rendez-vous. Donc, qui est carrément différent, mais qui est ultimement relié quand même avec l'appréciation et le, le- le désir de se rendre au rendez-vous du spectateur. Donc, ça, c'est quand que, je veux dire, quand j'ai compris ça, parce qu'il il y a un certain moment donné, tu sais, on crée, puis on crée dans l'optique de faire la bonne histoire, mais ultimement, ce que tu veux, c'est de rejoindre le plus de monde possible et de rencontrer aussi les spectres ou les objectifs de ton client numéro un, celui ton bailleur de fonds, le diffuseur. Donc, d'être capable de rencontrer. Mais aujourd'hui, en plus, on a des plateformes qui se sont ajoutées. Mhm. Vous le disant, on n'avait pas toutes les plateformes par abonnement ou tout ça, mais 10-15 ans. Aujourd'hui, il y a ça. Donc, puis dans les deux cas, c'est des objectifs qui sont différents. Dans le cas de la télévision, on est dans un objectif de rendez-vous. Dans le cas de l'abonnement, on est dans des plateformes par abonnement, on est d'acquisition, on est de la fidélisation. Donc, c'est aussi des objectifs de création de contenu qui sont tout à fait différents.
Mais ça, tu vois, ça, c'est un défi. Parce qu'il y a des objectifs, des indicateurs de performance qui peuvent être similaires entre les deux contextes, là. Tu sais, là, Ouais. tu parles de code d'écoute, donc un peu de portée, de réussir à rejoindre beaucoup de monde. La notion d'abonnement, quand on parle de plateforme d'un contexte particulier où on veut pouvoir vraiment s'abonner soit à une chaîne télévisuelle spécifique ou à une plateforme, là. Pensons Netflix, Prime, Disney et autres de ce monde. Mais ça, en marketing, on retrouve des objectifs qui sont similaires. Mais il y a un objectif que tu as mentionné, ou du moins une des réalités qui est très différente. Puis pour les marques qui ont essayé, qui ont eu beaucoup de difficultés à réussir, et je pense que très peu ont réussi, c'est cette notion de rendez-vous. D'être capable de créer un rendez-vous avec les gens, de dire « Hey, on va mettre tout le monde devant son écran à la même heure, au même moment. » Ça, c'est tout un défi. Mais c'est encore possible parce qu'il y en a encore des rendez-vous, des grands rendez-vous dans du co-viewing là, pour la télévision, là, tu sais, qu'on parle de. Peux-tu définir co-viewing? Ben, c'est co-viewing, c'est à la fois qu'il y a plusieurs cibles qui sont convoitées ou qui se rejoignent à un seul rendez-vous. Donc, on parle des jeunes, mettons, je vais prendre un exemple, Révolution ou un show à grand déploiement comme Star Academy ou La Voix. Tu as à la fois, c'est multigénérationnel, tu as à la fois des Oui. gens qui sont plus jeunes, comme tu as des gens qui sont plus âgés, comme mes parents, par exemple, qui vont l'écouter. Donc, ça a un spectre beaucoup plus large en termes de rendez-vous, mais on va chercher en haut du million là, en termes de code d'écoute dans ce type d'émission-là. C'est intéressant parce que dans certains cas, des fois, on parle avec les clients puis on leur dit pensez à votre cible puis développez un contenu niché pour cette cible-là. Mais en réalité, avec les objectifs de portée qu'on peut retrouver dans le secteur télévisuel, c'est vraiment cette notion qui est intéressante de merger, si on veut, Ouais. des audiences ensemble puis de faire en sorte que ces audiences-là l'écoutent en même temps. Je pense Ça, en partie parce que notre marché est trop petit au Québec pour oui, être capable d'aller dans du plus niché. Si on était en anglophone, je crois que le niché très, très spécialisé fonctionnerait. Là, en ce moment, notre marché est petit, puis il y a vraiment au niveau de l'audience, comment oui. je pourrais dire, un genre de Oui, il y a un enjeu de dispersion, volume. là, je veux dire, ça s'en va autant chez Netflix, puis tout ça. Donc, la notion, la télévision reste quand même un médium de masse. Donc, l'idée, c'est d'aller rejoindre le plus large possible. Tu sais, le Ouais, sport va rester un rendez-vous parce que tu vas pas vouloir manquer le résultat des c'est vrai. Canadiens de Montréal ou du football, etc. Donc, le sport, puis les grandes productions à grand déploiement ou les fictions. Donc, puis ça, je vais revenir tantôt, mais cette année, par exemple, L'Empereur a été un bon exemple sur Nouveau en termes de résultats, là. Donc, on était Talk of the Town, puis avec un sujet assez osé. Oui, puis il y a cette notion de fragmentation, Vincent le mentionne, la notion de fragmentation de l'audience. Quand on commence à devenir très, très, très niché, on commence à couper, puis on commence à avoir des enjeux de volume, là. C'est la Exact. réalité des diffuseurs télé, puis je pense, puis pas je pense, c'est la réalité des marques aussi. Dans tes notes, tu parlais de la notion du côté inconscient du téléspectateur qui recherche quelque chose. Tu disais que le téléspectateur recherche de façon inconsciente des contenus qui ont certaines propriétés. À quoi tu Ouais, pensais je là-dedans? pense que inconsciemment, le spectateur va vouloir va vouloir s'identifier à un type de contenu. Donc, euh, si on le met, mettons, dans un axe, là, dans une matrice, là, plus le contenu va être identitaire, plus on va être capable de rejoindre sur une masse qui est plus grande. Puis après ça, je crois que le spectateur va vouloir la notion du divertissement. Puis la notion du divertissement, pour moi, c'est pas juste rire, là. Le divertissement, c'est d'en avoir une certaine émotion et l'apprentissage. Donc, ça peut, pour moi, le divertissement, apprendre, par exemple, un documentaire, si je suis interpellé par un côté identitaire, un sujet de société, etc., le documentaire va m'appeler et si j'apprends beaucoup, tu sais, le documentaire va aussi me donner, ou une série documentaire va me donner aussi beaucoup de contenu dans lequel je vais apprendre quelque chose. Ça va me donner ou ça va m'emmener justement
en tout cas, je crois, me positionner avec un contenu qui va rejoindre plusieurs personnes, tu sais. Mais quand tu parles tu utilises le mot identitaire, est-ce que Ouais. tu veux pas systématiquement, mais absolument dire, par exemple, un contenu québécois pour les Québécois? C'est ça que tu veux dire par Non, non, un non, non, contenu mais je identitaire? vais prendre un exemple parce que c'est ici, là, un gars, une fille. Un gars, une fille, le contenu identitaire, à mon sens, dans un gars, une fille, c'est les relations de couple. OK. Donc, Oui, oui, oui. c'est universel. Après ça, tu sais, c'est une des raisons aussi, à mon sens, pourquoi que le contenu s'est vendu aussi dans plusieurs pays à travers le monde. Donc, c'était une thématique qui était universelle, qui concerne beaucoup, beaucoup de monde. Donc, tous ceux qui sont en couple ont probablement vécu ou vivent les situations. Après ça, le contenu est divertissant, bien fait, bien réalisé, bien écrit. Donc, l'humour il est aussi à la sauce. Donc, c'était, à mon sens, on cochait quand même beaucoup de petites boîtes par rapport OK. à arriver dans ce spectre-là au niveau de l'accessibilité. Mais j'aime ça, cette idée que de façon inconsciente, puis je pense que c'est vrai pour tous, puis tu en parles, puis je me vois consommer des contenus. Euh, je vais m'engager avec ces contenus-là s'ils me ressemblent. Il y a peut-être un facteur curiosité des fois où ça va être Ouais. des trucs complètement champ gauche auxquels je vais m'intéresser parce que justement je connais pas ça. Mais dans beaucoup de cas, il y a toujours quelque chose auquel on va vouloir s'identifier, quelque chose auquel on va être capable de maintenir notre attention. Parce que ça, une grosse, un gros enjeu qu'on parle souvent là, quand on donne des formations, mais c'est cette notion de la durée du contenu. S'il y a un endroit où le contenu est long, c'est justement sur les plateformes puis le contenu télévisuel. On est sur des demi-heures, on est sur des heures, on est sur des longs métrages, des films. Tout à fait. Et après ça, d'un autre côté, on a les marques qui se battent à essayer d'avoir un taux d'attention d'à peu près 6 secondes sur une vidéo qui en fera peut-être 30 ou 45. Puis, je pense que c'est ces clés-là auxquelles il faut réfléchir puis avoir en tête quand on est une marque, quand on est dans une équipe de contenu du côté d'un annonceur et qu'on doit définir un contenu, c'est qu'est-ce qui intéresse réellement les gens? Tu parlais de la première audience, le premier client tantôt. C'est peut-être pas nécessairement celui qui a l'argent directement pour financer la prod, mais le premier client, c'est l'audience. Qui on va vouloir rejoindre? Puis après ça, qu'est-ce qui les intéresse? Mais toi, tu amènes et tu ajoutes la couche, on se pose toujours cette question-là, mais tu ajoutes la couche de l'identification, de l'identité. Est-ce que je vais me reconnaître là-dedans? Et si oui, ben, je Puis vais des fois, c'est peut-être être des situations à aussi regarder qu'on ça. voudrait pas se reconnaître. Puis là, je prends un exemple, mettons, Fugueuse. Oui, Je veux dire, comme parent, je veux dire, sa dernière affaire que tu veux, je veux dire, la famille de Fugueuse, les parents, c'était des parents, je veux dire comme ça, euh, qu'on exemplaire. aurait pu retrouver Oui, à tous les coins de rue, là. Puis donc, on pouvait s'identifier à eux. Et finalement, le sort de la jeune, ben, il en était autrement. Donc, comme parents, c'est quelque chose qu'on ne voudrait pas qu'il nous arrive, mais on était curieux. Donc, mais c'est cette notion-là identitaire de que ça soit positif ou négatif, euh, par procuration, on veut oui. vivre l'émotion. Mais j'ai envie de te dire, de te challenger sur celle-là, de dire, ben, peut-être que je me reconnais comme parent, comme eux, je veux pas ça. Je suis Oui, tout à triste de fait. voir Tout cette à fait. situation-là se dérouler. Fait que, tu sais, il y a peut-être toujours une manière pour le... Tu sais, on dit souvent parler... en contenu de marque, je fais souvent l'analogie entre parler à la tête puis parler au cœur. Puis, quand on parle au cœur, c'est là qu'on va chercher l'identification. Si je parle à la tête puis je te parle de mon produit, mon service, et ça va être des bullet points. Là. Voici 4 features, voici 4 bénéfices de mon produit, mon service. Merci, bonsoir. Je parle à la tête. Mais avec ce qu'on vient de parler, l'exemple de Fugueuse, l'émotion que les parents vont vivre en écoutant ça, puis peut-être les enfants des plus jeunes, je veux dire des ados, des jeunes adultes qui écoutent ça en se disant hey boy, moi je veux jamais que soit mes enfants ou même moi-même, je suis content de ne pas avoir vécu ça, par exemple, d'autres choses comme ça. On s'identifie un peu à être cette personne-là qui voudrait pas ça. Fait que c'est... Non, le Donc, facteur... c'est bon au moment que tu développes ton projet ou que tu es dans l'étape de création, de réfléchir justement comment mon public ou mon spectateur va être capable de se reconnaître à travers l'histoire. Est-ce que c'est une thématique universelle? Est-ce que c'est par le biais justement de cette procuration-là, par les personnages, puis la situation dans laquelle eux vont évoluer, que tu vas te retrouver? Donc, c'est souvent...
On se le pose, puis on se le pose pas quand on crée une histoire ou quand on Oui, développe un concept, mais c'est bon des fois juste de se le rappeler. excellent. Ben, tu sais, je vous le donne en mille à tous ceux qui écoutent. La première clé qui permet d'avoir un contenu qui va avoir de l'impact, je l'ai dans les notes que Yann m'avait envoyées. La cible visée va-t-elle s'identifier avec le contenu du projet proposé? Donc, ce dont on discute depuis 5 minutes, c'est la première clé. C'est cette idée de dire, est-ce que, oui, je réfléchis aux besoins, aux attentes que peut avoir mon audience, mais est-ce que je crée quelque chose auquel ils vont pouvoir réellement s'identifier? Et je pense que c'est une des clés, entre autres, une des clés les plus fortes, là, Mais je pense que c'est qui est la la première. clé ou sinon ben, tu dis c'est une des clés les plus fortes, mais je pense que c'est la clé la plus forte. Juste avant celle-là, c'est comme avant même de créer ton projet pour le déposer, parce que je considère que tous les projets ont leur valeur, là, donc, mais avant même par rapport au marché du Québec, par exemple, c'est est-ce que la cible visée avec ton projet est assez nombreuse pour ton client? Parce que Ouais. si tu as beau créer le plus beau et le meilleur projet du monde, si la cible visée, c'est 40 000 personnes ou 30 000 personnes parce que en termes d'intéressés. Je vais prendre un exemple, puis comprenez-moi que le projet, les qualités artistiques, tout ça, c'était un bon projet. Je crois que justement, la question sur la cible visée était pas assez nombreuse. C'est un projet qui s'appelait, je crois, Vin Nature ou Nature avec Magali Lépine-Blondeau. Super beau projet, mais les consommateurs de vin nature au Québec, je ne sais pas combien il y en a peut-être 50 000 ou 100 000 ou 150 000. Puis après ça, il fallait se rendre sur une plateforme pour aller écouter. Donc, déjà en partant, il ne fallait pas s'attendre à aller chercher 1 million ou 500 000 de codes Mhm. d'écoute ou d'abonnement là, par rapport à ce show-là. Fait que déjà, c'est comme première question, c'est pas une des clés, mais il faut se poser la question avant même de démarrer le processus de création. Est-ce que la cible qu'on vise, elle va être assez intéressante en nombre pour le diffuseur, pour mon client, là? Fait que, clé zéro, Clé est-ce que zéro. j'ai Appelons à un zéro. élément Si, critique? Est-ce que ça va si tu intéresser Ouais, Ouais. Si tu coches oui, ben tu continues. Si tu coches non, ben tu arrêtes ton projet. Non, non, c'est une OK. farce, Clé mais numéro zéro, est-ce que j'ai une masse critique au niveau de l'audience qui pourrait être intéressée? Clé numéro un, est-ce que ouais. la cible peut s'identifier avec la façon dont j'exécute ce projet-là, avec le contenu que je propose? Puis ça peut Eh, être les personnages, ça peut être les situations, j'imagine que ça peut être assez large, ben, là. même dans le documentaire, tu sais, ben, est-ce que ça pourrait être moi? Est-ce que ça pourrait m'arriver à moi? Est-ce que je voudrais vivre ça? Est-ce que le contenu me préoccupe et pourrait avoir un impact sur ma vie? Mettons, je prends par exemple un cas de documentaire. Donc, c'est ces questions-là où on peut se transposer par rapport à notre cible pour être capable de répondre à cette première prémisse ou cette première clé-là, qui est, à mon sens, la plus importante. La deuxième clé, au niveau de créer un impact, c'est le projet possède des éléments dont la cible va vouloir recommander à ses amis. Ça, c'est beaucoup, on le voit un peu, je vais prendre, mettons, l'exemple de Facebook, le petit cœur ou le partage. Quand on partage quelque chose, ça a encore plus de force que juste un petit pouce Mhm. en l'air. Donc, par exemple, si j'écoute une nouvelle série, là, je ne vais pas faire, tantôt j'ai parlé de Québécois, j'ai parlé de Nouveau, là, j'ai parlé de Radio-Can ou de Télé-Québec, mais j'écoute une nouvelle série, puis là, je vais dire, hey Alex, il faut vraiment que tu ailles écouter ça. J'ai écouté ça en fin de semaine. C'est super bon, la candidate. C'est comme, wow, c'est vraiment super bon, mais je t'en dis pas plus. Je veux pas te Mhm. spoiler rien, je te dis rien de ça, mais il faut que tu ailles l'écouter. Là, dans ce cas-ci, c'est vraiment, il y a un engagement, je te dirais, émotif et un gage de confiance parce qu'on est amis, on se connaît. Tu dis, OK, ben, si Yann y aimait ça, je risque d'aimer ça, etc. Donc, ça a un pouvoir qui est quand même assez fort. Donc, moi, j'appelle ça un peu le facteur wow. Fait que quand on crée un projet, qu'est-ce qui va être le facteur wow du projet? Qu'est-ce qui va donner cette couleur-là que Alexandre ou un autre va vouloir partager ou dire sur ma top liste des shows ou des émissions à regarder, voici tel titre, tel titre, tel titre, mais je t'en dis pas plus. Je vais pas me mettre à parler de la série ou quoi que ce Ouais. soit, mais je vais te dire, faut que tu écoutes ça, c'est vraiment bon. Tu sais.
Puis t'es bon là-dedans parce qu'on lunch ensemble le mardi midi, puis c'est une base régulière, t'en drops un ou deux pendant le lunch, des trucs à écouter, là. Je les écoute. Non, puis je pense que dans tes notes, tu mettais le mot contagion, d'être contagieux, puis de spreader, tu sais, de faire en sorte que ça puisse spreader. Puis je pense que dans certains cas, il y a le côté commercialisation aussi Ouais. qui facilite puis qui ramène des fois l'idée de ah oui, c'est vrai, je voulais te parler de ça parce que je viens de voir une publication passer, parce que je viens de voir une pub passer ou une autopromo, je veux dire, ou parce que j'ai vu un billboard sur le bord de l'autoroute, je peux parler à mon conjoint, ma conjointe. Ah oui, c'est vrai, je voulais te parler de ça. Il y a le côté commercialisation qui fait en sorte qu'on reste un peu, j'imagine, top of mind ou pas trop loin pour rappeler aux gens d'en parler aussi. Donc, le côté, il y a la distribution du contenu puis la qualité du contenu, puis après, il y a un peu ce qui va autour pour assurer que les gens puissent en parler. Tout à fait. Donc, clé numéro un, c'est l'identification. Est-ce que ma cible va s'identifier ou comment ma cible. Moi, c'est beaucoup des formes de questions parce que je l'applique ou du moins j'aimerais l'appliquer. On ne l'applique Mhm. pas tout le temps, mais j'aimerais l'appliquer dans la phase ou dans le processus de développement. Donc, c'est comment mon public va être capable de s'identifier et pourquoi. La deuxième, c'est qu'est-ce qu'il va avoir qu'est-ce qu'il va avoir dans mon projet qui va faire en sorte que ça va être un coup de cœur, hashtag Renaud-Bré, tu sais, que les Ouais. gens vont vouloir dire voici la série que j'aime tellement, puis qu'on va en partager, tu sais, je sais qu'on en a Ouais. parlé, mettons, genre un Drive to Survive, tu sais, ou tu sais, de séries, il y a un moment donné où qu'on échange, mais dis-moi-en pas plus, je vais aller l'écouter en fin de semaine. Oui. Fait que, il y a un moment donné où est-ce que ça devient contagieux, mais il y a une notion, je te dirais, de confiance. Puis la confiance, il y a quelque chose d'hyper important dans le processus autant de vente que dans le déploiement après ça de l'œuvre au niveau médiatique. La troisième, vas-y, t'en avais Ben, dit quelque chose? non, 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 mais tu te lances. Moi, j'ai juste des notes. C'est toi qui as tout le contenu, justement. Fait que là, moi, je suis OK. curieux, là. Le troisième, tu parles, est-ce que le projet possède des éléments ayant une forme de storytelling? Parce que là, storytelling, ça peut être large, là, mais Ouais. comment tu définis ça? Ben, pour moi, parce que raconter une histoire, il a raconté une histoire. Il a raconté une histoire aussi puis de plus en plus, parce que la compétition est forte, hein, on est quand même noyé avec énormément de contenu. Donc, avec des accroches aussi, des fins, mettons par exemple une série. C'est souvent le cas pour des séries qui débutent leur vie sur des plateformes, des Mhm. nouvelles plateformes. Il y a la possibilité des binge-watcher, donc des écouter en rafale. Oui, Euh, L'idée, c'est de les avoir un peu comme un petit sac de chips. Donc, tous les épisodes, à la fin, quand tu en manges une, tu veux manger la deuxième, tu manges la troisième, tu oui, manges la quatrième. Donc, le cliff, mettons un cliffhanger de fin d'épisode, une fin d'épisode avec qui nous laisse sur un suspense ou sur un accroche où tu dis ah non, c'est pas vrai, ça va pas finir de même, je je peux vais pas me aller voir répondre. comment que ça va se passer au prochain. Donc, au-delà de l'histoire, plus classique en termes de storytelling, je pense que c'est des clés qu'il faut penser de plus en plus à emmener dans nos histoires pour être capable de créer une fidélisation, une récurrence ou une accroche par rapport à notre spectateur ou notre public. Puis c'est d'autant plus important dans le cas des plateformes parce que on dit qu'après, il faut être capable de maintenir 3 épisodes d'un spectateur sur une plateforme pour que celui-ci continue à écouter la suite. OK. Avant ça, il va en écouter un si on ne l'a pas engagé ou qu'on n'a pas eu un facteur de rétention après le premier ou même après le deuxième. Pour lui, la perte fait moins mal que 3 OK, oui. épisodes au niveau de l'engagement. C'est un biais cognitif, mais au niveau de l'engagement, après 3 épisodes, il se dit ben, j'ai déjà dépensé 3 heures ou Je 3 vais aller demi-heures jusqu'au de ma bout. vie, je vais continuer. Puis après ça, bon. Donc, mettez tout ce que vous pouvez dans les 3 premiers épisodes pour garder votre spectateur. Puis après ça, ben, il risque d'être engagé pour la suite. Puis dans l'application un peu de cette clé-là par rapport au contenu de marque, puis tout ce qui est marketing de contenu, une chose qui me vient en tête, parce que c'est rare qu'on peut réussir réellement à faire des séries épisodiques que les gens vont réellement suivre. C'est extrêmement rare en tant que marque ou en tant qu'annonceur. Un des principes qui va un peu rechercher cette notion-là, c'est le principe
principe du curiosity gap. Donc, le gap de curiosité, qui est un concept qui est bien intéressant. Vous pourrez le googler, entre autres. Et Andrew Davis est celui qui en parle le mieux, je trouve. Et on pourra peut-être mettre un lien dans les notes ou dans le courriel qu'on enverra, mais cette notion du curiosity gap est justement de créer une certaine curiosité dans l'esprit des gens dès le départ ou dès le début d'un contenu, qui fait en sorte que, tant qu'à y être, les gens veulent se rendre un peu plus loin dans le contenu pour aller chercher cette résolution-là. C'est un peu comme le cliffhanger dont tu parlais. C'est cette notion de dire, ben, je finis un épisode avec quelque chose qui fait en sorte que la personne se dit, c'est pas vrai, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Je vais écouter les 10 premières minutes de l'autre épisode, puis comme de fait, on se rend compte qu'on en écoute 43, puis on s'en est même pas rendu compte. Puis un autre cliffhanger. Fait que les mécaniques sont bonnes. Donc, les éléments de storytelling, toi, c'est vraiment cette idée qu'il y a une séquence de choses et une finalité des Tout à fois. fait, puis c'est propre à la fiction, mais dans ma réflexion, je me dis pourquoi qu'on peut pas l'appliquer à la variété ou pourquoi qu'on pourrait pas l'appliquer à du documentaire ou même du magazine, tu sais. Donc, est-ce qu'on est capable d'apporter cette notion-là de storytelling ou des clés de rétention à travers différents types ou différents genres? Donc, Je te dirais que les occupations doubles, Big Brother et autres shows réalité les de ce monde réalités, sont ouais, pas c'est mal souvent bons, là. des cas de la fiction. Ils partent à la pause en nous donnant un teaser de ce qui va arriver sans nous dire vraiment qu'est-ce que l'une ou l'autre va dire, puis la bitcherie qui va sortir. Ça, c'est le curiosity gap. C'est que tu crées justement l'attente de « Hey, mon Dieu, je veux savoir ils m'ont teasé un peu avec quelque chose, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. » Ouais. Puis ça, tu sais, ça reste, c'est classique dans la forme, mais la question en arrière, c'est est-ce qu'on peut trouver des nouvelles façons? Comment on peut pousser cette réflexion-là plus loin par rapport à justement fidéliser notre auditoire? Qu'est-ce qu'on a dans notre histoire qui va permettre ça? Le whodunit, mettons, ceux qui ont écouté Détective Surprenant ou White Lotus ou Inspiré Expéri qu'on a fait, ben, je veux dire, on commence avec un meurtre. Fait que tout au long des épisodes, tu veux savoir qui a fait le meurtre en bout de ligne, mais donc, tu sais, ça reste, il y a c'est sûr qu'il y a des formules narratives qui sont déjà faites, mais est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une façon de trouver ou d'amener la réflexion plus loin? Vas-y. Troisième clé, donc, storytelling. Quatrième clé, je te laisse la lancer. Puis là, je pense que le spectateur et même le client aime avoir des valeurs sûres. Puis d'avoir la quatrième clé pour moi, là, puis quand on vend un projet, c'est est-ce que le projet va avoir un porteur de ballon qui est un élément attractif pour la cible. Puis l'idée en arrière de ça, puis tu sais, s'il y avait une étude, là, je me souviens plus, mais par rapport au yogourt, là, même si tu arrives devant une étagère de yogourt, puis tu as une nouvelle saveur, coconut et ananas, ben, puis que là, tu regardes, la majorité des gens vont continuer à prendre aux cerises puis aux fraises parce que c'est une saveur qu'ils connaissent. Puis la nouvelle, ben, c'est vraiment un petit pourcentage de monde qui vont vouloir essayer ça. Je pense qu'on veut tous essayer des affaires. Par contre, on est plus confortable dans nos pantoufles. Puis de voir des porteurs de ballons ou des gens qui sont réconfortants ou qui donnent un gage de sécurité. On a tellement d'offres. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le temps où il y a peut-être pas pour les plus jeunes, mais les clubs vidéo, puis il y avait toutes les pochettes. Oui. Ben, c'est sûr que quand il y avait le visage, je vais dire de même pour un film d'action avec Bruce Willis, ou ben, je veux dire, c'était pratiquement comme un gage de succès ou de bon film. Donc, on était porté à aller vers ce porteur de ballon-là. Donc, il y avait un côté qui était réconfortant. Donc, l'idée, c'est de se dire, puis le porteur de ballon peut être aussi un auteur ou un réalisateur. Là. Je pense, mettons, à Xavier Dolan, qui peut être un exemple, ou Luc Dionne, qui écrit plein de séries à succès. Donc, ça peut être un nom aussi au niveau du team comme tel qui a un écho chez le public. Oui. Fait que la question à se poser, est-ce que notre projet a un porteur de ballon ou un élément qui est attractif pour la cible? Puis si c'est pas non, il faut être capable, à chaque fois, là, comme je vous dis, les 7 clés qu'on a, si on décide de ne pas la prendre ou de ne pas y aller, il faut qu'on soit capable d'expliquer pourquoi. Donc, ici, si on n'a pas de porteur de ballon, il
faut pas juste dire on n'en a pas, il faut que je sois capable de justifier puis de dire j'ai pas tel personnage ou tel comédien ou tel auteur pour telle raison. Puis j'y ai réfléchi. Tu sais, l'idée avec Oui, les clés, c'est d'avoir juste une réflexion sur le processus créatif qu'on est en train de faire par rapport je à comprends. l'histoire qu'on veut raconter. Ben, puis tu sais, je fais un parallèle un peu. Tu sais, on pourrait presque dire, puis là, Dieu sait que ce mot-là est des fois un peu galvaudé, malgré le fait que on l'enseigne l'automne au HEC, puis on en parle beaucoup, 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 là, mais cette notion d'influenceur. C'est l'influenceur, bon, en marketing, des fois, on va faire appel à des influenceurs parce qu'ils ont une portée, mais aussi, dans certains cas, il y a cette notion d'aller chercher des célébrités qui sont une forme d'influenceurs pour lesquels on ne fait pas appel à eux pour nécessairement leur portée, mais on fait appel à eux pour leur capital de sympathie et le fait qu'ils soient il ou elle soit connu. Donc, ton porteur de ballon est exactement ça. C'est un facteur d'attraction parce que je connais cette personne-là. Ouais. Je fais pas appel à elle parce qu'elle a nécessairement un demi-million de followers sur Instagram ou TikTok, mais je fais appel à lui ou à elle parce que justement, c'est une personne bon, qui a un talent, ça c'est sûr, mais surtout mais surtout qui a un talent, mais aussi qui est connu. Tout à fait. Alors, Cinquième clé. porteur de ballon, ça c'était le numéro 4. Il nous en reste 3. Vas-y sur la cinquième. Cinquième, le projet possède des éléments dont la cible va avoir envie de parler entre elles. Ça, tantôt, on a parlé de partage, de coup de cœur. Là, ça, c'est quelque Oui, chose. Ça, ici, on est dans un peu, je vous dirais, le fear of missing out. Ce côté-là de dire, t'as-tu vu ça, telle émission hier soir? As-tu vu la prestation à Révolution? Maudit qu'on l'ait c'était épouvantable dans L'Empereur, le personnage. Là, ça devient quasiment comme la discussion de machine à café. Tu sais. mm-hmm. Donc, qu'est-ce que dans le projet on va avoir qui va être justement ce fear of missing out, ce que tout le monde en parle va Oui, être le lendemain matin suite à la diffusion ou suite à, tu sais, mettons que on parle d'une plateforme, je t'ai dit, va écouter telle série sur la plateforme, tu l'écoutes, un coup que tu l'as écouté, on en parle, puis ça devient quasiment comme une petite communauté avec, oui. là, c'est une communauté à deux, mais on pourrait être 3, 4 personnes puis dire hey, on écoutait ça, c'était écœurant, blablabla. Bla, 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 bla. Fait que c'est qu'est-ce qu'il y a dans notre projet qui va susciter ce fear of missing out là? Puis là, tu sais, depuis tantôt, je parle un peu, j'évoque des affaires de fiction, mais pour moi, on devrait être capable de l'appliquer à tout genre, autant que possible. Tu sais. Donc, Puis, ça, c'est. Oui, vas-y. je peux te dire, ce côté-là, puis pour ceux qui nous suivent et nous écoutent plus régulièrement, là, Sean est une personne type de cette situation-là. Je pense que Édouard et Sean et Élise et autres ici au bureau, on enregistre en ce moment à l'heure du lunch, sont derrière moi ou pas loin, et ils parlent de ça. Ils ont écouté le dernier épisode, ils en discutent. Ils se sont déjà fait la recommandation, comme tu disais tantôt, à la limite, genre, il faudrait que tu écoutes ça toi aussi. Mais là, maintenant, après ça, ils en parlent. Puis, je sais pas si tu te souviens du livre que j'ai un blanc sur les associés de Sidley qu'ils avaient écrit, Conversational Capital, Oui, exact. qui était justement sur cette notion de développer un capital conversationnel, sur le fait que les gens vont en parler, ça va spreader, comme on dit aussi bien, ça va être contagieux, tu le disais un peu mieux tantôt. Mais là-dedans, il y avait la notion de tribu. Une des clés dans le Conversational Capital, un des éléments, un des piliers, c'était la notion de tribu. Est-ce que je suis capable à l'intérieur de mon audience, de vraiment considérer, de réfléchir au fait qu'il y aura sûrement des petites tribus qui vont se créer. J'en aurai aucun contrôle, moi, en tant que marque ou annonceur. Il y a des tribus de gens qui vont en parler, des gens qui aiment ça. On en voit beaucoup, dans certains cas, par rapport à certaines marques, des tribus qui vont se retrouver sur Reddit, qui vont se retrouver sur Mm. certaines plateformes, puis qui vont discuter entre elles, entre eux, pour justement parler de ce contenu-là ou de ce produit-là. Fait que je pense que tu frappes direct là-dedans Puis avec ça. ça rencontre un des besoins propres de l'être humain qui est l'appartenance. Donc, le fait de faire partie de cette conversation-là ou de cette tribu-là par rapport à un type de contenu, ben, je pense que tu coches aussi euh, un besoin inconscient chez l'être humain. La Donc, sixième clé, ouais, c'était la cinquième. ouais. Sixième
Vas-y. Il nous en reste C'est deux. le projet se distingue-t-il dans ses comparables ou dans le paysage de son marché? Ça, c'est vraiment dans le d'avoir un facteur différenciateur ouais, ça, qui est fort, tu sais, qui va être capable de. Parce que je peux bien refaire un autre show de cuisine, comme plusieurs autres shows de cuisine. Si j'ai pas créé un show de cuisine avec un petit edge de plus ou un KPI qui va faire en sorte, qui va donner un edge supplémentaire, ben, Mhm. d'où l'importance, tu sais, ça devient où l'importance après ça de vouloir faire ce type de contenu-là. Donc, c'est niaiseux, mais il faut faire l'analyse du marché, puis il faut regarder c'est quoi les comparables, puis comment le projet que je suis en train de créer va sortir, pour ceux qui ont vu le Blue Ocean, puis le Red Ocean, mais d'être Ouais. capable de sortir justement du Red Ocean, puis devenir un Blue Ocean. Fait En fait, tu fais que, référence à Blue Ocean Strategy, qui est un livre, une référence en business, qui est cette idée de dire, il y a un océan, puis il y a des parties de l'océan qui sont rouges parce qu'il y a beaucoup de requins, puis les gens se battent à l'intérieur d'une même partie d'océan. Puis le Blue Ocean, c'est d'être capable de trouver un endroit pour pouvoir vivre en tant que requin sans avoir à se battre. Puis c'est un endroit qui est plus calme, puis c'est un endroit où on se distingue. Donc, une business qui réussit à trouver son Blue Ocean, c'est une business qui réussit justement à trouver un endroit où elle est la seule. Bon, après ça, il faut réfléchir. Moi, j'amène tout le temps ce petit bémol-là. Là. Assure-toi que si tu es tout seul à cet endroit-là dans l'océan, il y a peut-être une raison aussi. Parce qu'il n'y a exact, personne d'autre qui exact. veut aller là, mais au moins d'y réfléchir, comme tu dis, hein, c'est ça? Exact, tout à fait. Donc, puis des fois, c'est parce que, tu sais, surtout en télévision, on se bataille pour des cases horaires. Puis des fois, c'est que tu dis, ben, tu as développé pendant 2 mois un projet, tu le proposes, puis finalement, tu dis, merde, j'avais pas réfléchi que c'est pour remplacer une case horaire, mais qui fonctionne super bien. Ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est sûr que ça a été de l'énergie peut-être un peu gaspillée, mais de voir un peu les comparables puis d'analyser son marché, ça, c'est une des clés qui est importante à mon sens. Et la dernière clé, qui est la septième, le projet a un élément Dream Team Success dans son équipe de création. Je vous dirais, pour le spectateur, ça n'a pas vraiment d'importance, mais ça a beaucoup plus d'importance pour un diffuseur parce que c'est un gage de confiance, c'est un gage de réussite, parce qu'il en demeure quand même qu'on vend. En production, on vend des séries ou des émissions basées sur du papier, là. Donc, Ouais. c'est un peu du vent. Donc, d'avoir les créateurs et les artisans qui ont déjà réussi dans le passé sur d'autres émissions, ben, ça accélère le processus, ou du moins, c'est plus convaincant pour un client. Puis, je suis le premier pour encourager les nouveaux talents. Euh, Par contre, des fois, pour aider le processus, c'est bon de jumeler justement des nouveaux talents avec des talents d'expérience qui vont Mhm. faire office de garant pour le projet. Ben, il y a il y a une expression qui dit, je sais pas trop comment la traduire, je la traduirai pas de façon boiteuse, là, mais No one ever got fired for hiring IBM. Dans le sens que même si peut-être le projet ne fonctionnera pas par la suite, personne ne va perdre sa job parce qu'ils ont fait appel, parce que c'est une vieille expression, parce qu'ils avaient fait appel avec un des leaders dans le marché. Donc, c'est un peu ce que tu dis. Si on met une équipe, oui, l'équipe de qualité, le Dream Team, va faire en sorte que le projet va bien se dérouler, mais en plus, c'est un facteur de vente ou c'est un facteur qui permet de convaincre les équipes ou les parties prenantes à l'intérieur de l'organisation. Des équipes de marketing qui doivent reporter, par exemple, à des VP ou à des CMO, sont capables d'arriver et de dire, OK, oui, j'ai ce projet-là, ça a l'air un peu fou, mais regardez l'équipe qu'on a derrière qui nous a proposé ça. C'est la bonne équipe, ce sont des créatifs et ou des artisans et ou des experts extraordinaires. Et donc, on peut avoir confiance que l'idée fait sens. Et puis après ça, ben, il y aura la vraie vie qui viendra, puis peut-être que les choses ne seront pas parfaites, peut-être qu'elles le seront, mais il y aura eu justement pour, comme tu disais, la vente, parce que pour l'audience, après ça ne ferait pas nécessairement toujours une différence directe, mais pour la vente, interne ou externe,
ça permet de beaucoup, Oui, puis des aider. fois, tu as développé un projet, puis le projet, il a 30 pages, 35 pages, puis il est vraiment en béton, puis tu as des jeunes créateurs, jeunes auteurs, jeunes talents sur le projet, puis finalement, ben, ça passe pas. Puis des fois, tu as un team de feu, là, vraiment, avec des grosses pointures, puis tu as simplement une idée, mais le gage de confiance sur le team est plus fort que le projet pour développer après ça le bon projet. Parce que le team, la confiance que tu as envers des éléments qui ont l'expérience et va donner probablement, en tout cas dans la tête du client, mais le bon projet. Donc, c'est plus facile. Tu sais, ici, la 7e clé, c'est mon projet, y a-t-il des éléments qui vont favoriser ou aider justement ce lien de confiance-là pour vendre mon projet? Puis encore une fois, si on ne l'a pas, il faut qu'on soit capable d'expliquer pourquoi, de se l'expliquer, mais aussi après ça, de le défendre par rapport à notre client. J'aime ça. Alors, on enregistre en direct. S'il y en a qui écoutent, qui ont des questions, n'hésitez pas. Ça peut être le bon moment. On approche de la fin. Je fais un résumé rapide. Donc, questions ou commentaires, n'hésitez pas. Je fais un résumé rapide de tes 7 clés. Mais en fait, c'est 7 plus Ouais. 1. Il y avait une petite twist dans ton truc. Donc, clé C'est parce que je 0. trouvais que 7 c'était un beau chiffre, fait que je voulais pas dire les 8 clés, fait que 7, il y en a une qui est 0, mais Excellent. Alors, la clé 0, est-ce que j'ai quand même une masse critique au niveau de l'audience que je peux rejoindre avec ce projet-là? Clé numéro 1, la cible visée, est-ce qu'elle va s'identifier au contenu du projet proposé? Donc, toute la question d'identification. Clé numéro 2, est-ce que le projet possède des éléments que l'audience ou la cible va vouloir discuter, non pas discuter, ça revient plus tard, mais partager et donc inviter les gens à écouter ou à visionner ou à consulter ce contenu-là. Clé numéro 3, est-ce qu'il y a des éléments de storytelling? On parlait de curiosité, on parlait de cliffhanger, on parlait d'avoir une certaine finalité, un début, un milieu, une fin. Clé numéro 4, est-ce qu'il y a un porteur de ballon qui est tellement attractif pour la cible? Donc là, souvent, en termes de télé, tu donnais des exemples de comédiens, mais ça va aussi avec les réalisateurs, les auteurs et autres. Clé numéro 5, est-ce que le projet a des éléments qui vont faire en sorte que les gens vont en parler entre eux? Donc, la notion de tribu dont on parlait tantôt. Est-ce qu'il y a une petite notion de tribu qui peut se créer, puis il y a des communautés qui vont en parler entre elles? Clé numéro 6, est-ce que le projet se distingue de façon correcte ou notable dans le marché? Donc, s'assurer que ça fait du sens par rapport au paysage de son marché. Et la dernière clé, est-ce que le projet a un Dream Team, justement? Que ce soit au niveau de la création, de l'exécution, est-ce qu'il y a un Dream Team qui vient supporter cette super idée-là, ce super projet-là? Donc, on a fait le tour, les 7 clés dont on parlait. Et donc, il y a Vincent qui mentionne justement comment il va l'adapter à ses besoins. Puis je pense que c'était ça la clé de la conversation aujourd'hui, c'était de dire, on va aller chercher un petit peu à l'extérieur de ce qu'on discute habituellement dans ces rencontres-là, ces conversations-là, puis permettre aux gens de eux-mêmes tirer leurs propres conclusions à ce qui s'applique pour eux. Donc voilà. On n'est jamais bien loin. Si vous voulez rejoindre Yann ou moi ou l'équipe chez Avanti-Toast ou Toast Studio, n'hésitez pas, venez vous connecter avec nous sur LinkedIn. On est très disponible. Ça nous fait plaisir d'échanger justement avec les gens parce que on le voit tout le temps comme étant une discussion, une relation win-win où on apprend de votre contexte. On peut peut-être partager 2-3 idées qu'on a pu voir nous-mêmes au cours de notre expérience dans le temps. Donc, merci beaucoup, Yann, pour cet échange-là. merci à toi, Alex. Et puis, on va prendre le temps justement de faire différents suivis. On va se revoir à peu près dans un mois pour la prochaine édition de tout ceci. D'ici là, on vous souhaite une excellente journée où vous soyez. Il y en a qui sont de l'autre bord de l'océan, qui le mentionnent justement dans les commentaires. Alors, ça nous fait vraiment plaisir et on se dit à très bientôt. Merci Yann. Bye. Merci.